En écoutant Michel Rocard, j'avais pris conscience combien cette crise du surendettement s'expliquait par l'appauvrissement général de nos sociétés. Les délocalisations qui s'étaient démultipliées depuis 10 ans avaient permis de baisser les salaires partout dans le monde en instaurant un véritable cercle vicieux. En Orient ou dans les pays de l'Est, pour attirer les firmes, les ouvriers étaient délibérément sous-payés. En Occident, les entreprises, elles, n'hésitaient pas à baisser les salaires en menaçant sinon de partir à l'étranger. Maintenant, c'était la pauvreté qui nous menaçait tous. L'Islande, la Hongrie, l'Irlande, les pays baltes, hier champions du système libéral, se retrouvaient au bord de la faillite. Déjà l'Europe, les États-Unis, la Chine voyaient le nombre de leurs chômeurs exploser. Comment dans ces conditions restaurer une croissance fondée sur la production et des salaires en hausse pour tous ? Les nouvelles qui me parvenaient du bureau étaient plutôt rassurantes. On était prêt à passer l'éponge. Depuis que l'État s'était engagé à garantir les banques, celles-ci espéraient voir leurs pertes être effacées. Mais ce cynisme dont j'avais été complice ne me faisait plus rire, et je mesurais soudain le chemin parcouru depuis mon tout premier voyage à New York. J'avais alors 20 ans. Je me prenais pour le héros de Wall Street, le cœur battant. Quand plongé au cœur de la fourmilière, je sentais tout ce stress et cette exaltation courir dans mes veines et me changer littéralement le sang. Et si le capitalisme n'était en fait qu'un virus, mutant au gré des évolutions de la société et des changements de civilisation ? L'attentat terroriste du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center, en visant le symbole du capitalisme américain, constitue un tournant. Les bourses mondiales s'étaient effondrées en même temps que les tours jumelles. L'intervention américaine en Irak n'avait fait qu'accroître le malaise. La baisse des taux d'intérêt destinés à payer le coût faramineux d'une guerre qui s'éternisait avait permis aussi le surendettement des ménages à l'origine de la crise financière. Une réaction en chaîne qui montrait bien le rôle de l'histoire dans ce krach. Peut-être que Jacques Sapir, économiste et brillant analyste stratégique à l'EHESS, serait à même de me dire si oui ou non cette crise économique était aussi celle de la puissance américaine. L'enlisement militaire américain a un élément très important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la puissance américaine peut être contestée, on le sait. Ils sont toujours une très grande puissance, hein. Il ne faut pas avoir de doute là-dessus, hein. C'est quand même l'armée la plus puissante du monde, mais ils ne sont plus tout puissants. Et ça, c'est une différence énorme. Et je crois que l'une des conséquences des opérations extérieures, des aventures extérieures des États-Unis, ça a été aussi d'imposer à l'administration américaine, qui par ailleurs n'était pas très bonne, une telle charge en termes de dossiers à traiter, que quand la crise a pris son côté explosif dans l'économie, ils n'avaient plus les moyens humains de traiter cette crise. Et donc ça fait partie évidemment de la dimension conjoncturelle dans l'éclatement de la crise. Entre 1979 et 1989, la guerre d'Afghanistan avait accéléré l'effondrement de l'Empire soviétique. Entre 2001 et 2009, la guerre américaine en Irak révélait la fragilité de la puissance américaine. En ce sens, l'élection triomphale de Barack Obama, porteuse d'un grand espoir de changement et de transparence, rappelait celle de Mikhaïl Gorbatchev en URSS, avec le risque, comme dans toute relation passionnelle, des attentes déçues. Obama ne s'est pas donné comme programme l'équivalent de la perestroïka. Obama veut simplement rendre la politique américaine plus acceptable. Mais ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Et d'ailleurs, Obama va être très vite pris dans ses propres contradictions. Il a, dans une partie de son équipe, des gens qui sont des grands partisans du libre-échange et de la libéralisation des mouvements financiers. C'est les anciens de chez Clinton. Mais il a aussi dans son équipe des gens qui sont pour le protectionnisme.
Et comment va-t-il sauver l'industrie américaine? S'il veut la sauver par des aides budgétaires, le déficit est déjà hors de contrôle. On ne sait pas où il va aller. Donc, je pense inévitable de voir les États-Unis revenir à des formes de protectionnisme de plus en plus fortes, tout en disant aux autres pays, ne le faites pas. Cette question du protectionnisme soulève toutes les passions, surtout après l'annonce des plans de soutien à l'industrie automobile française et américaine. Comme si le soupçon de protectionnisme marquait la principale opposition entre les libéraux, défenseurs acharnés du libre-échange, et les partisans d'un nouveau capitalisme peu favorable aux délocalisations. La question du protectionnisme va être l'un des grands changements que l'on va connaître dans les prochaines années. Le protectionnisme, si vous voulez, est absolument nécessaire si on veut combattre la déflation salariale. Aujourd'hui, en Europe, en France en particulier, mais dans d'autres pays, vous ne pouvez pas dire que vous allez donner plus de revenus salariaux à une partie de la population si en même temps vous avez une pression sur les entreprises qui vient par des produits importés avec des très bas coûts. Donc c'est strictement impossible. Donc je vois le retour au protectionnisme absolument nécessaire. Cette stratégie de réindustrialisation implique d'ailleurs un volontarisme d'investissement et de création d'entreprises dans lequel l'État doit avoir sa part. Je pense que nous allons assister au retour de l'État dans l'économie, non seulement l'État qui réglemente, qui régule, ça nous l'avons déjà, l'État qui investit, nous allons l'avoir de plus en plus, mais nous aurons aussi l'État qui produit. Je pense qu'il va falloir réinstituer des industries d'État, ou en tout cas des entreprises d'État dans le domaine industriel, qui auront un élément important de ce travail de réindustrialisation.